Bonjour, alors on va en fait essayer de conclure l'introduction à la démarche de projet par deux petits modules en fait en un seul. Le premier qui va concerner la mise en œuvre ou l'accompagnement d'un projet via notamment tout ce processus à mener dans diverses situations pour la mise en œuvre d'un projet dans le cadre d'une orientation, d'aménagement et de programmation. Et puis un deuxième petit module qui lui va plus vous permettre d'identifier les points de bocage et comment mettre en œuvre l'OAP sectoriel sur le volet foncier, voirie, équipement public, etc. Ça fera l'objet d'une deuxième petite vidéo que je vous inviterai à visionner à la fin de celle-ci. L'idée de ce module, c'est bien d'appréhender les différents types d'OAP, OAP sectoriel, OAP thématique, la manière de construire un projet et de construire l'OAP dans un document d'urbanisme, et les différents leviers que vous aurez en fait pour activer ces projets. On a fait le choix de vous présenter un ensemble d'exemples locaux en Isère, donc de l'OAP sectoriel à l'OAP thématique, pour montrer en fait l'importance de l'urbanisme négocié, la place des élus pour avoir des projets de qualité et bien adaptés au contexte. Donc on a le premier exemple choisi pour illustrer une OAP sectorielle et sa construction. C'est une OAP sur la commune de Montbonneau-Saint-Martin dans le Grésivaudan, qui veut montrer ici comment une OAP ne doit être déconnectée ni en fait des invariants du secteur, l'ensemble des contraintes, le bâti existant, les végétaux existants, l'accessibilité, ni des attentes des riverains et des habitants, ni des contraintes en matière de réalisation d'équipements publics et réalisation d'un projet par un promoteur. Donc c'est un exemple sur un PLU communal de co-construction, on va dire, entre communes, habitants et promoteurs. Donc c'est la réalisation, l'élaboration du moins à partir de 2014 du PLU qui a fléché un certain nombre de secteurs d'urbanisation sur la commune sur lesquels en fait se sont activés soit les propriétaires, soit les promoteurs. Ils se sont manifestés pour faire intégrer leur projet. Le secteur qui nous concerne, il est en partie centrale de la commune, entrée de ville, contrainte avec un ruisseau, cheminement doux, une placette commerciale, un pôle d'équipement public et plus au nord en fait le pôle avec la mairie. Interpellée par un premier projet de promoteur immobilier, en fait, la commune saisit à la fois l'urgence mais aussi l'opportunité de co-construire et de monter une orientation d'aménagement dans le cadre de l'élaboration du PLU sur ce secteur. Et elle travaille à des premiers dessins pour une orientation d'aménagement. Dans le cadre de la concertation menée dans le cadre du PLU, la commune a proposé des ateliers de concertation qui ont mobilisé en fait une quinzaine d'habitants sur ce secteur pour leur faire en fait parler sur l'évolution du site et son aspect futur. Donc ils ont été motivés pour venir échanger en fait, comprendre les enjeux, puis essayer d'inscrire leurs propres impératifs en tant qu'habitants sur l'évolution du secteur. Pour autant, il ne s'agissait pas de les laisser dessiner complètement librement, puisqu'il y a ce qu'on appelle des contraintes et des invariants sur le secteur qui étaient à prendre en compte, dont la présence d'une zone humide, la notion d'espace vert sur la partie nord du secteur, qu'en faire, comment l'intégrer au projet, la notion de place commerciale à intégrer, etc., etc. Pour autant, on voit que ça a donné en fait deux schémas d'aménagement qui sont en fait venus un peu réorienter et en tout cas alimenter le projet final acté par la mairie dans le cadre d'un schéma d'aménagement qu'on retrouve ici sous le format schéma d'OAP avec prise en compte de certains des éléments inscrits par les habitants comme la préservation des vues, des principes d'implantation du bâti dans la continuité de la placette et puis la préservation du parc. Donc on a un schéma d'aménagement avec sa légende détaillée et des orientations écrites qui viennent préciser en fait ces indications graphiques. Les principes et les orientations d'une OAP, qu'elle soit sectorielle ou thématique, s'appliquent dans un rapport de compatibilité, c'est-à-dire mon projet ne doit pas être contraire à ce qui est inscrit dans l'OAP. Il ne s'applique pas dans un rapport de conformité. Pour autant, on doit être conforme au règlement écrit et au règlement graphique. C'est pourquoi en fait la commune a fait le choix de figer un certain nombre d'invariants liés au projet dans le règlement graphique pour que le projet y soit conforme. L'orientation d'aménagement donne des indications quant à l'orientation que peut prendre le secteur, le type d'aménagement qui est attendu. Le parc, les éléments de bâti à inclure avec une hauteur moindre pour figurer l'habitat individuel et la continuité de la placette, ces éléments-là, ils sont inscrits par des éléments réglementaires qui sont des emplacements réservés et des règles spécifiques. L'idée, c'est bien de fixer dans le règlement graphique ou écrit les éléments qui ne vont pas être négociables et laisser dans le cadre de l'OAP la négociation avec le promoteur se faire.
Le PLU en fait était approuvé début 2017, donc le permis sur le secteur a été déposé dans la foulée. Le fait d'avoir fait une co-construction avec le promoteur, les échanges antérieurs, ont permis en fait de délivrer un permis très rapidement, fin 2017, et sans aucun contentieux. La commune avait aussi anticipé et voté fin 2007 une taxe d'aménagement majorée à 17% qui devait en fait permettre de participer au financement des différents équipements publics qu'elle a réfléchi tout au long de la négociation avec le promoteur et de l'écriture de l'OAP, qui était un pont sur le franchissement du ruisseau, les stationnements et la placette commerciale à réaliser dans la continuité de la place existante, et puis le parc qu'elle souhaitait protéger. Le projet est actuellement en cours de réalisation. Parmi les atouts, les éléments positifs, on va dire, que les élus ont fait remonter, c'est vraiment d'avoir pu co-construire l'OAP et le PLU avec le projet du promoteur, avec un bilan du coup d'acceptabilité et de non-contentieux sur le projet, de diminution même des densités pendant l'élaboration du projet, qui est assez positif sur ce point-là. Le seul point négatif serait de ne pas avoir justement retranscrit de manière stricte et conforme dans le règlement graphique des arbres remarquables qui étaient présents sur le site et qui ont du coup sauté pendant l'élaboration du projet. Voilà pour ce qu'on pouvait tirer d'une OAP sectorielle, un outil que on considère que vous connaissez un petit peu mieux sur les communes pour le pratiquer que l'OAP thématique. Donc il y a deux exemples d'OAP thématiques qui vont suivre. Des outils qui effectivement sont souvent mal compris et dont les communes n'osent pas toujours bien se saisir. Pour autant, il s'agit d'outils quand même d'affichage stratégique et politique et de coordination des projets entre eux. Et un outil en fait dont les contenus assez souples permettent d'afficher des intentions que les outils plus classiques et réglementaires du Code de l'urbanisme et encadrant les PLU ne permettaient pas jusque-là. Le premier exemple qui a été choisi, c'est un exemple sur la communauté de communes du Massif du Vercors, de l'affichage d'un projet politique de revitalisation et redynamisation de certaines centralités qui viennent en fait mettre en lumière un projet global et comment il est décliné via les autres outils du PLU, que ce soit OAP sectoriel, règlement écrit ou encore règlement graphique. Donc chaque centre-bourg dispose de principes d'organisation spatiale, de mise en lumière de points communs qui vont être liés au cadre de vie, à la revitalisation, avec des objectifs de bourg vivant à l'année, des problématiques de stationnement, de fréquentation, les enjeux liés au commerce et services. Et en fait, l'OAP Centre-Bourg, elle vient faire le lien entre les OAP sectorielles présentes sur la commune, et notamment à proximité du centre-bourg, et le projet d'aménagement global. Elle vient en fait traduire toutes les ambitions politiques sur chacune des centralités qui n'auraient pas trouvé leur place dans une autre pièce du dossier. Elle est ainsi constituée pour chacune des centralités d'un schéma spécifique relatif à cette centralité-là, qui vient localiser des éléments de contexte, du bâti, des bâtiments patrimoniaux, des bâtiments d'équipement public qui peuvent évoluer dans le cadre du PLUI et sa mise en œuvre, et qui vient en fait mettre les sites de projet et tous les éléments de liaison entre eux. Il y a des orientations écrites en parallèle qui viennent qualifier les interventions à opérer, et en fait l'ensemble de ces orientations combinées au schéma va donner en fait une visibilité du projet de redynamisation et des actions à engager par la collectivité, par les riverains, par les propriétaires privés sur les différents sites pour atteindre à terme en fait l'objectif de revitalisation. Le schéma de l'EAP thématique qui renvoie en fait ensuite à des secteurs de projet qui le sont le plus souvent traduits dans des OAP sectoriels. On le voit ici, deux OAP sectoriels sur ce centre-bourg, mais aussi par des éléments de zonage qui en fait permettent simplement la densification du secteur. L'OAP thématique, en fait, elle vient faire le lien et justifier de l'instauration de ces OAP, des connexions qu'elles peuvent avoir entre elles, ou du rôle qu'elles jouent dans la réorganisation du centre-bourg, ce qui ne transparaît en fait pas nécessairement dans les pièces du PLU quand on les regarde de manière isolée. L'ensemble des projets en fait sont traduits ensuite soit dans les OAP thématiques, les OAP sectorielles, pardon, soit dans le zonage et dans d'autres éléments réglementaires qui sont inscrits dans les prescriptions sur le centre-bourg. Par exemple, des emplacements réservés pour les cheminements piétons, des zones U vierges pour les projets de construction, le périmètre de diversité commerciale et les linéaires commerciaux qui viennent protéger les commerces, etc. Comme pour les OAP sectorielles, en fait, on vient fixer les différents invariants via la traduction dans un règlement écrit et graphique. L'outil reste à la fois nouveau pour les habitants et les propriétaires, mais aussi pour les élus, donc il devra quand même être approprié au fil du temps. Il est en fait relativement peu contraignant pour ces centralités, puisqu'il vient plutôt montrer la cohérence et le projet politique, mais par certaines orientations, il va venir influer dans ce rapport de compatibilité avec quelques-uns des éléments de projet.
C'est l'objet du deuxième exemple qu'on vous a choisi, la dernière partie de ce module sur les OAP, avec un exemple d'OAP thématique paysage et qui a été intégré dans le PLUI de Grenoble-Alpes Métropole. En fait, le territoire de la métropole va recouvrir des problématiques très diversifiées, avec autant des tissus très urbains, comme la centralité grenobloise, que des tissus très pavillonnaires, ou des hameaux montagnards, par exemple, sur les balcons de Chartreuse. L'OAP paysage, en fait, elle semble être un bon compromis quant à un complément des règles écrites, qui vont être très systématisées selon le type de tissu dans lequel vous êtes dans le PLUI, et avec un regard, on va le voir, par une entrée en termes d'unité paysagère. En fait, cette OAP, elle vient apporter des compléments qualitatifs que là encore, techniquement et réglementairement, il n'aurait pas été possible en fait d'intégrer dans le règlement écrit, vu les attentes du Code de l'urbanisme sur le contenu de ces documents-là. Donc l'OAP paysage et biodiversité, son objectif, c'est une meilleure contextualisation des projets dans leur environnement. L'idée, c'est de mieux travailler leur qualité et leur intégration. C'est un outil à part entière du PLUI qui va pour autant s'appliquer selon un régime de compatibilité, ça veut dire ne pas être contraire à et non pas de conformité comme le règlement écrit. On l'a déjà vu pour les OAP sectorielles. C'est un outil nouveau. Il demande un temps d'appropriation par tous les acteurs, que ce soit les promoteurs, architectes, propriétaires, les instructeurs, les élus. Tout le monde doit se saisir de ce nouvel outil et voir en fonction des retours d'expérience comment l'outil pourra être amené peut-être à évoluer au fil des procédures, parce qu'il pourra toujours nécessiter des ajustements, des compléments. Il y a un vrai temps d'acculturation qui est nécessaire. Et dans le cas de cette OAP thématique, sur le sujet paysage, ça demande vraiment une ingénierie spécifique parce que le vocabulaire et les notions sont liés au champ lexical du paysage et sont un peu complexes. Et il y a cette manipulation, en tous les cas, du principe de compatibilité qui semble être un levier quand même très favorable à l'urbanisme négocié. La structure de cet outil OAP. Alors, elle porte sur l'intégralité du territoire, elle s'applique partout. Le périmètre d'application, c'est bien le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, qui est divisé en 7 unités paysagères qui ne sont pas du tout basées sur des éléments du zonage ou des secteurs qui ont pu être établis dans le cadre du PLUI. Elles prennent totalement appui sur la structure paysagère de la métropole. Elles sont en fait définies sur des critères géomorphologiques, ce qui fait que c'est une autre couche de millefeuille dans l'application du PLUI. Il y a ensuite 14 ambiances qui sont en fait déclinées à la clé, puisque une ambiance par exemple montagne pastorale ne va pas se retrouver en plein centre de Grenoble alors qu'on va la retrouver sur les pourtours, et que à l'inverse, une ambiance ville-parc ne va pas se retrouver en fait sur les balcons de Chartreuse. Donc les 14 ambiances paysagères ne sont pas du tout corrélées au zonage réglementaire. C'est-à-dire que l'ambiance paysagère, elle va permettre une vraie prise en compte du contexte et une protection des éléments existants. Par contre, elle demande en fait une articulation très fine entre règlement, zonage et écriture de l'OAP pendant l'élaboration du PLU ou du PLUI. C'est un temps à dédier dans l'élaboration parce qu'on va avoir derrière le règlement qui va s'appliquer lui en conformité. Le contenu de l'OAP, du coup, il est, on va dire, structuré de manière à ce que seul le titre de l'orientation est opposable aux autorisations d'urbanisme. Votre projet ne doit être compatible qu'à la formulation de ce titre, qui du coup a été voulu assez large. Tout le reste, le contenu, en fait, c'est un contenu très détaillé, très illustré, qui vient expliquer cette orientation et qui vient en fait donner à la fois des exemples de réalisation et des conseils pour monter le projet. Par exemple, ça peut être sur les essences à privilégier ou à proscrire, sur le type de clôture, etc., etc. Et l'ensemble de ces contenus-là, c'est souvent des éléments qui s'affranchissent du champ très limité du Code de l'urbanisme. On se serait fait retoquer son règlement écrit si on avait été dans ce niveau de détail. Par contre, l'inscrire dans l'OAP thématique permet d'intégrer des éléments qualitatifs qui viennent apporter quelque chose de plus à l'application stricte du règlement. Pour illustrer vraiment ce rapport de compatibilité, on a choisi un exemple de permis de construire déposé dans un secteur de plaine, dans un tissu très pavillonnaire, où il y a un projet en fait de densification via la démolition sur une grande parcelle d'une maison pour la réalisation d'un petit collectif. Le permis de construire qui est déposé porte du coup sur une grande parcelle où il y a 21 arbres qui participent d'une trame éco-paysagère qui est inscrite dans l'OAP paysage sur ce secteur-là. Et le projet en fait prévoit l'abattage de 16 arbres. Le permis est prêt à être refusé sur le motif de non-compatibilité parce qu'il prévoit la coupe de 16 arbres sur 21. Ça ne rentre pas en fait dans le champ de la compatibilité.
Après des échanges en fait avec le porteur de projet, la demande de permis n'a pas abouti et il a préféré en fait proposer un nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet qui est à l'étude et dans lequel du coup la commune est un peu plus partie prenante. Donc c'est pour montrer que l'OAP thématique ici ne doit pas mettre la collectivité en posture de refus systématique d'un permis, mais par contre c'est vraiment un moyen d'enclencher des discussions dans le cadre d'un urbanisme négocié. Pour conclure un peu ce module, il faut retenir en fait que les OAP sectorielles, elles sont vraiment la traduction d'un projet. Il est mieux qu'elles soient co-construites avec les acteurs, elles peuvent faire l'objet de co-construction, ça facilite leur appropriation. Pour autant, il y a toujours les invariants à fixer. Les OAP thématiques, pour elles, elles viennent plutôt compléter les éléments réglementaires et les contenus très encadrés du Code de l'urbain en venant apporter des éléments plutôt qualitatifs ou d'ambition plutôt stratégique et politique. Le facteur de réussite en tous les cas, quel que soit le type d'OAP, c'est évidemment l'implication des élus. D'où l'intérêt de ce module de formation pour vous faire comprendre les leviers à activer dans le cadre d'un urbanisme négocié. L'outil de l'OAP thématique, on retient quand même que c'est un outil encore peu exploré qui peut être affiné et on attend beaucoup en fait des différents retours d'expérience sur les exemples locaux qui ont été présentés pour peut-être parfaire et mieux utiliser ce type d'OAP dans vos documents d'urbanisme. Pour autant, au-delà des OAP et de leur construction, il y a un ensemble de leviers et de points de blocage, souvent liés en fait aux équipements que vous allez avoir à produire autour du site ou sur le site, aux fonciers et aux contraintes qui y sont liées, des éléments qui sont souvent des investissements assez conséquents à prévoir par les collectivités et à anticiper dans le cadre d'un montage de projet. Et c'est l'objet en fait du module suivant que je vous invite à visionner qui lui présente vraiment les points de blocage quand on élabore un projet.